Si vous écoutez les médias ou certains politiques, vous avez probablement l'impression que le nucléaire français est un gouffre financier sans fond, que c'est une technologie du passé qui coûte une fortune à l'État, que Flamanville est un fiasco industriel et que les centrales nucléaires, au mieux, arrivent péniblement à rembourser leurs coûts de construction. C'est un discours qu'on entend partout, des plateaux de télévision aux tribunes parlementaires, répété comme une évidence par des gens qui, pour la plupart, n'ont jamais ouvert un tableur ni consulté un seul rapport de la Cour des comptes. Le problème, c'est que ce discours est fondamentalement faux. Pas un peu faux, pas nuancé, faux. Nous avons passé des heures à compiler les données de la Cour des comptes, de la Commission de régulation de l'énergie, de l'Agence internationale de l'énergie et des rapports annuels d'EDF. Nous avons construit un modèle financier complet, année par année, qui retrace le cycle de vie entier d'un réacteur nucléaire français typique depuis sa construction dans les années 70 jusqu'à aujourd'hui, puis jusqu'à sa fin de vie prévue. Et les chiffres racontent une histoire radicalement différente de celle qu'on vous sert dans les débats télévisés. On va les détailler ensemble, et à la fin de cette vidéo, vous aurez les outils pour juger par vous-même. Commençons par le chiffre le plus important de toute cette histoire, celui que les détracteurs du nucléaire ne mentionnent jamais. Le seuil de rentabilité d'une centrale nucléaire française se situe typiquement entre 15 et 25 ans après sa mise en service. 15 à 25 ans. Pour un actif qui va fonctionner 50 voire 60 ans. Ça veut dire que pendant les 25 à 45 dernières années de sa vie, un réacteur nucléaire produit du bénéfice net, de l'argent pur, après avoir intégralement remboursé son coût de construction, ses intérêts financiers et tous les investissements de maintenance. C'est un retour sur investissement que la plupart des grands projets d'infrastructure ne peuvent que rêver d'atteindre. Prenons un réacteur typique de la série CP1, 900 MW. Mis en service en 1982. Il a coûté environ 1,2 milliard d'euros en valeur actuelle. La Cour des comptes a chiffré l'ensemble du programme à 96 milliards d'euros pour 58 réacteurs, soit environ 1 000 euros du kilowatt installé. La construction a duré 6 ans en moyenne, et le seuil de rentabilité a été atteint aux alentours de 1998, après 16 ans de fonctionnement. 16 ans pour rembourser un investissement d'1,2 milliard. Ensuite, pendant les 27 années suivantes et tout ce qui reste à venir, ce réacteur génère de la marge nette chaque année. Quand quelqu'un vous dit que le nucléaire est un gouffre, demandez-lui s'il connaît ce chiffre. Demandez-lui combien d'années il faut pour rentabiliser un parc éolien offshore ou un barrage hydroélectrique. Demandez-lui ce que vaut un actif industriel qui produit de l'électricité pilotable et décarbonée pendant 60 ans sans interruption. Vous verrez que le silence qui suit est éloquent. Pour comprendre pourquoi les réacteurs français sont si rentables, il faut revenir à l'économie fondamentale du nucléaire. Un réacteur nucléaire, c'est un investissement initial très lourd. Tout l'argent est mis sur la table au moment de la construction, suivi de décennies de coûts d'exploitation remarquablement bas. Le combustible, l'uranium, ne représente qu'environ 5 euros par mégawattheure, parce qu'un seul kilo d'uranium enrichi contient autant d'énergie que 16 tonnes de charbon. C'est une densité énergétique proprement stupéfiante. Le personnel, la maintenance, les taxes et les provisions pour démantèlement ajoutent encore une dizaine d'euros. Au total, dans les années 80 et 90, le coût d'exploitation d'un réacteur français tournait autour de 18 euros par mégawattheure en valeur actuelle. En face, même au prix régulé très bas de l'époque, autour de 30 euros par mégawattheure, la marge dégagée était d'environ 70 millions d'euros par an et par réacteur. Ce n'est pas spectaculaire en apparence, mais multipliez ça par 58 réacteurs et par 20 ans et vous obtenez un transfert de valeur gigantesque. Des dizaines de milliards d'euros de bénéfices opérationnels pour la nation, sans compter l'indépendance énergétique, les exportations d'électricité et les emplois industriels. Notre modèle montre qu'en 2010, après 28 ans de fonctionnement, un réacteur typique avait accumulé environ 535 millions d'euros de bénéfices nets cumulés après déduction complète du coût de construction. C'est un retour sur investissement de 44%, et le réacteur avait encore des décennies devant lui. Cela dit, il serait malhonnête de ne pas parler des années difficiles. Et c'est probablement de cette période que vient l'essentiel de la mauvaise réputation du nucléaire dans les médias.
À partir de 2011, deux phénomènes convergent. D'un côté, la catastrophe de Fukushima entraîne un durcissement massif des normes de sûreté et le lancement du Grand Carénage, un programme de rénovation de plus de 100 milliards d'euros pour l'ensemble de la flotte. De l'autre, le mécanisme ARHN oblige EDF à vendre un quart de sa production nucléaire à 42 € par mégawattheure, un prix qui couvre à peine les coûts d'exploitation devenus plus élevés. Les coûts d'exploitation passent d'environ 28 € par mégawattheure à 40 € et plus. Les visites décennales, ces inspections massives qui immobilisent les réacteurs plusieurs mois, représentent des investissements de 200 à 500 millions d'euros par unité. La marge nette annuelle s'effondre de 59 millions pour tomber à tout juste une dizaine de millions d'euros par réacteur. C'est serré. Et c'est de cette période que datent la plupart des gros titres alarmistes que vous avez lus. Mais voilà ce que les médias ne vous expliquent jamais. Ces investissements massifs du grand carénage ne sont pas des pertes. Ce sont des dépenses de prolongation de vie. Quand vous dépensez 500 millions d'euros pour faire passer un réacteur de 40 à 60 ans de fonctionnement, vous achetez 20 années supplémentaires de production d'électricité. 20 années à environ 6000 gigawattheures par an à un prix de vente aujourd'hui fixé à 70 € par mégawattheure. Ça représente plus de 8 milliards d'euros de revenus supplémentaires potentiels pour un investissement de 500 millions. Le ratio est de 1 pour 16. Quel investisseur refuserait un tel rendement? Le problème de la couverture médiatique, c'est qu'elle ne montre que la dépense sans jamais montrer le rendement. C'est comme si on vous disait qu'un restaurateur est en faillite parce qu'il a dépensé 200 000 € pour rénover sa cuisine, sans mentionner que cette rénovation va lui permettre de servir des repas pendant 20 ans de plus. Et puis, il y a Flamanville, l'EPR, le cas que tout le monde cite pour prouver que le nucléaire est un gouffre. 17 ans de construction, un budget passé de 3,3 milliards d'euros à plus de 23 milliards d'euros, selon la Cour des comptes. C'est un dérapage spectaculaire, c'est indéniable, et nous ne cherchons pas à le minimiser. Mais posons-nous une question simple que curieusement personne ne pose jamais dans les débats. Est-ce que Flamanville va perdre de l'argent sur sa durée de vie? Faisons les calculs ensemble. Flamanville produit environ 9 TWh d'électricité par an. Au prix actuel de 70 € par mégawattheure, ça fait 650 millions d'euros de revenus annuels. Les coûts d'exploitation tournent autour de 42 € par mégawattheure, disons 390 millions d'euros par an. La marge brute d'exploitation est donc d'environ 260 millions d'euros par an. Sur 60 ans de fonctionnement, c'est 15,6 milliards d'euros de marge cumulée. Or, même en prenant le chiffre le plus élevé de la Cour des comptes, 23,7 milliards d'euros, on voit que la rentabilité n'est plus qu'une question de temps et de prix de l'électricité. Et c'est là qu'intervient un argument fondamental que les critiques ignorent systématiquement, la valeur temporelle de l'argent. 1 € aujourd'hui ne vaudra plus qu'environ 50 centimes dans 35 ans, avec une inflation moyenne de 2%. C'est un fait mathématique. Cela signifie que le coût de construction de Flamanville, aussi énorme qu'il soit, est un coût fixe, payé en euros d'aujourd'hui. Tandis que les revenus, eux, seront perçus pendant 60 ans en euros futurs, des euros qui suivront l'inflation, la croissance de la masse monétaire et la hausse tendancielle des prix de l'énergie. Pensez-y de cette façon. Quand vos grands-parents ont acheté leur maison dans les années 70 pour l'équivalent de 30 000 €, c'était une somme colossale pour l'époque. Aujourd'hui, cette maison en vaut peut-être 300 000 et elle continue de fournir un service, le logement, dont la valeur ne fait qu'augmenter. Le nucléaire fonctionne exactement selon la même logique. Le prix de l'énergie, sur le long terme, ne peut qu'augmenter. La demande mondiale d'électricité explose avec la numérisation, l'intelligence artificielle, les véhicules électriques et l'électrification de l'industrie. Les prix du gaz sont structurellement orientés à la hausse, ce qui tire les prix de gros de l'électricité vers le haut. Le prix moyen de gros en France au premier semestre 2025 était de 73 $ par mégawattheure, selon l'Agence internationale de l'énergie, en hausse de 45% par rapport à 2024. Dans ce contexte, affirmer que Flamanville ne sera jamais rentable, c'est parier que le prix de l'électricité va baisser pendant 60 ans. C'est un pari que personne de sérieux ne ferait. L'Agence internationale de l'énergie projette des prix stables ou en hausse pour les décennies à venir.
Le Conseil de politique nucléaire français a même validé un contrat pour différence à 100 € par mégawattheure pour les futurs EPR2, ce qui montre que même le gouvernement anticipe des prix bien supérieurs à 70 €. Si le prix moyen de vente atteint 80 € par mégawattheure sur la durée de vie de Flamanville, ce qui est un scénario tout à fait raisonnable, voire conservateur, le seuil de rentabilité descend à environ 54 ans. À 90 €, il tombe à 43 ans. À 100 €, c'est 35 ans. Et si l'on connaît de nouvelles crises énergétiques comme celle de 2022, avec des prix moyens dépassant les 120 €, comme cela s'est déjà produit, le retour sur investissement descend à 26 ans, c'est-à-dire le même ordre de grandeur que les réacteurs des années 80. Il y a un argument encore plus fondamental que les critiques du nucléaire esquivent systématiquement, et c'est celui de l'alternative. Quand quelqu'un dit que les 23 milliards de Flamanville sont une mauvaise allocation de capital, la question qui s'impose est « par rapport à quoi ?» 23 milliards d'euros placés sur un compte d'épargne à 2%, avec une inflation de 2%, ne rapportent strictement rien en termes réels. C'est de l'argent qui dort. 23 milliards investis en obligations d'État françaises rapportent autour de 3%, soit environ 700 millions d'euros par an, mais ne produisent rien de concret. Ni électricité, ni emploi industriel, ni indépendance énergétique, ni réduction des émissions de CO2. Flamanville, au contraire, va produire environ 9 TWh d'électricité décarbonée chaque année pendant 60 ans, soit au total plus de 500 TWh. C'est l'équivalent de la consommation électrique annuelle de la Belgique, générée sans émettre un seul gramme de CO2 en fonctionnement. Mettez un prix sur le carbone évité, ne serait-ce que 50 € la tonne, et vous ajoutez des milliards d'euros de valeur externe au bilan de Flamanville. De plus, un réacteur nucléaire produit de l'électricité pilotable, c'est-à-dire disponible quand on en a besoin, par opposition aux éoliennes qui ne tournent que quand le vent souffle et aux panneaux solaires qui ne fonctionnent que de jour. Cette électricité pilotable a une valeur intrinsèque supérieure sur le marché parce qu'elle assure la stabilité du réseau et évite les coûts colossaux de stockage et de renforcement de l'infrastructure qui accompagnent les énergies intermittentes. Autrement dit, même dans le scénario le plus pessimiste, où Flamanville mettrait 55 à 60 ans à rembourser strictement son coût de construction, ce serait quand même un investissement qui a produit de l'électricité décarbonée pendant tout ce temps, qui a employé des milliers de personnes, qui a contribué à l'indépendance énergétique de la France et qui aura rapporté, au minimum, l'intégralité de sa mise initiale. Comparez ça à un investissement financier qui perd 20% lors d'un krach boursier ou à une dépense publique de 23 milliards en subventions qui ne produit aucun actif durable. Récapitulons les chiffres. Pour un réacteur typique des années 80, seuil de rentabilité atteint en 15 à 20 ans. Retour sur investissement cumulé de plus de 100% sur 60 ans. 1 milliard investi, plus de 2 milliards récupérés. Pour Flamanville, les choses sont plus serrées, c'est indiscutable. Mais 3 facteurs rendent la rentabilité non seulement possible, mais hautement probable. Premièrement, l'érosion monétaire. Le coût de construction est fixe en euros d'hier, tandis que les revenus s'accumulent en euros de demain qui vaudront intrinsèquement moins. Cela réduit mécaniquement le poids réel de l'investissement initial avec chaque année qui passe. Deuxièmement, la trajectoire haussière des prix de l'électricité. La décarbonation de l'économie, l'essor des véhicules électriques, l'explosion des centres de données pour l'intelligence artificielle et la fermeture progressive des centrales à charbon et à gaz en Europe créent une pression structurelle à la hausse sur les prix de gros. Troisièmement, la durée de vie de 60 ans est potentiellement au-delà. La centrale nucléaire est un actif extrêmement durable. Tant qu'elle fonctionne, elle génère de la marge. Et la tendance mondiale est à l'extension des durées de vie bien au-delà des prévisions initiales. Aux États-Unis, des réacteurs ont déjà obtenu des licences pour fonctionner 80 ans. Il est vrai que les calculs de rentabilité sont serrés si l'on fige toutes les hypothèses à leur niveau actuel. Mais c'est précisément ce que les critiques font quand ils affirment que Flamanville ne sera jamais rentable. Ils figent le prix de l'électricité à 70 €, ignorent l'inflation, ignorent la hausse tendancielle des prix et comparent le résultat à un coût de construction payé en euros de 2007 à 2024.
C'est une erreur méthodologique fondamentale. C'est comme si quelqu'un, en 1980, avait dit que l'immobilier parisien était surévalué en comparant le prix d'achat au loyer d'une seule année, sans tenir compte du fait que les loyers allaient être multipliés par 5 en 40 ans. Le pari le plus important n'est d'ailleurs pas Flamanville, mais ce qui vient après. Le programme de 6 réacteurs EPR2 est estimé à 73 milliards d'euros, soit environ 12 milliards par réacteur, 2 fois moins que Flamanville. Le design a été simplifié, les retours d'expérience intégrés et l'effet de série doit jouer à plein. Le Conseil de politique nucléaire a validé en mars 2025 un financement par prêt garanti par l'État et un contrat pour différence à un prix maximum de 100 € par mégawattheure. À ce prix de 100 € par mégawattheure, avec un coût de construction de 12 milliards, le seuil de rentabilité tombe à environ 20 à 25 ans. C'est exactement le même ordre de grandeur que les réacteurs des années 80. Si la France parvient à respecter ce calendrier et ce budget, elle aura réussi à recréer les conditions économiques du plan Messmer 50 ans plus tard. Alors non, le nucléaire français n'est pas un gouffre financier, c'est tout le contraire. Les réacteurs construits dans les années 80 ont été remboursés en 15 à 20 ans et continuent de générer de la valeur chaque jour depuis maintenant plus de 25 ans. Le parc nucléaire est la raison pour laquelle la France a l'une des électricités les moins chères et les moins carbonées d'Europe. La raison pour laquelle elle a exporté 103 TWh en 2024, un record, et la raison pour laquelle des millions de foyers français se chauffent à l'électricité plutôt qu'au gaz. Flamanville est un cas plus complexe, c'est vrai. 17 ans de retard et un budget multiplié par 7, c'est un échec industriel en termes de gestion de projet. Mais ce n'est pas un échec économique. C'est le prix payé pour relancer une filière après 25 ans d'inaction. Et c'est un investissement qui, dans un monde où l'énergie ne cesse de prendre de la valeur, finira très probablement par être largement rentable bien avant la fin de vie du réacteur. Ceux qui affirment le contraire n'ont en général jamais fait les maths. La prochaine fois que vous entendez quelqu'un affirmer que le nucléaire coûte trop cher, posez-lui 3 questions. 1. Quel est le seuil de rentabilité typique d'un réacteur nucléaire français? S'il ne sait pas que c'est 15 à 25 ans, il n'a probablement pas étudié le sujet. 2. Quel est le coût d'exploitation du nucléaire comparé aux alternatives, charbon, gaz et renouvelable avec stockage? S'il ne sait pas que le nucléaire a les coûts marginaux les plus bas de toutes les sources pilotables, il répète un discours sans l'avoir vérifié. 3. Sur 60 ans, combien rapporte 1 milliard investi dans un réacteur nucléaire? S'il n'a pas de réponse, c'est qu'il n'a jamais ouvert un tableur. Parce que quand on pose les chiffres honnêtement, le nucléaire français n'est pas un gouffre, c'est l'un des meilleurs investissements industriels de l'histoire du pays. 3. Sur 60 ans, combien rapporte 1 milliard investi dans un réacteur nucléaire? S'il n'a pas de réponse, c'est qu'il n'a jamais ouvert un tableur. Parce que quand on pose les chiffres honnêtement, le nucléaire français n'est pas un gouffre, c'est l'un des meilleurs investissements industriels de l'histoire du pays.